des mythes dont je parlais. Et c'est ainsi que, de proche en proche, j'ai essayé d'articuler toute une partie du discours mythique des Indiens d'Amérique. Ça, c'était l'objet du premier volume, mais en même temps, il posait, cette analyse posait un certain nombre de problèmes, et dont l'un d'entre eux, peut-être le principal, était qu'il semblait y avoir dans les mythes certains problèmes qui se posaient avant même le cru, si je puis dire, et d'autres qui se posaient après le cuit, que l'opposition du cru et du cuit était une opposition trop simple, trop élémentaire, qu'il y avait du plus que cru, qu'il y avait du plus que cuit. Et ceci m'était imposé par la place que les mythes même que j'avais examinés faisaient à deux substances comme le miel sauvage et le tabac, qui m'ont donc obligé à envisager cette espèce de retour à l'état de nature que représente pour les Indiens sud-américains la collecte du miel sauvage pendant la saison sèche, la place particulière que le tabac fumé ou bu occupe dans leur rite et dans leurs croyances comme moyen de communiquer avec le monde spirituel, soit dans un cas une sorte de retour à la crudité et dans l'autre cas un passage au-delà de la catégorie du cuit, puisque c'est au-delà de la catégorie de la culture. Ceci était le deuxième moment, mais qui lui-même poser des problèmes, et je dirais volontiers des problèmes d'un autre ordre, puisqu'il se trouvait qu'au fur et à mesure que j'étendais ma prospection, que j'intégrais de nouveaux mythes à ceux que j'avais précédemment analysés, j'étais obligé non pas seulement de me poser de nouveaux problèmes, mais d'élargir le champ géographique de mon enquête et de faire progressivement appel à des mythes provenant d'Amérique du Nord, en plus de ceux provenant d'Amérique du Sud, ce qui, naturellement, m'obligeait à faire un certain nombre d'hypothèses d'ordre historique sur le peuplement de l'Amérique et les raisons pour lesquelles il était possible de considérer que les mythes des deux Amériques parlaient un langage commun et qu'un dialogue s'établissait entre eux. Mais cet élargissement géographique, puisque le troisième volume, l'origine des manières de table, passe d'Amérique du Sud en Amérique du Nord, à peu près au premier tiers, en même temps élargissait la problématique qui était celle à laquelle j'étais confronté dès le début. Et ces manières de table, qui sont un aspect de l'éducation générale, amenaient à leur tour à poser des problèmes plus vastes, qui sont ceux du rapport entre l'humanité et la féminité dans ce grand problème général du passage à la nature, à la culture, où les femmes représentent justement dans la pensée des Indiens américains une catégorie de l'humanité plus proche de la nature et la partie masculine plus proche de la culture, et que le problème du passage de la nature à la culture se transforme donc en quelque sorte en un problème d'éducation des filles. C'était donc à la fois un élargissement géographique et un élargissement systématique, et bien entendu il me restait une dernière étape à parcourir, c'est après m'être considérablement éloigné de mon point de départ, en m'en éloignant encore davantage, constater que j'étais revenu à celui dont j'étais parti, car dans les versions nord-américaines, la conquête du feu, au lieu d'être le résultat d'une petite rencontre entre un enfant perdu et une bête sauvage des bois qui en était le propriétaire, devient l'enjeu d'une guerre cosmique entre les habitants de la Terre et les habitants du ciel. Et par là même, je pouvais démontrer que ça n'était pas à tort que j'avais, dès le départ, élargi un mythe, à peine un mythe, presque un conte,
en apparence insignifiant, en lui donnant des proportions et une signification véritablement philosophique. Au départ, il m'avait semblé, ou du moins je n'avais prétendu qu'un rôle méthodologique, ça me suffisait. Mais au fur et à mesure que je progressais dans l'analyse, j'ai eu le sentiment de plus en plus aigu qu'il y avait une raison profonde pour, d'ailleurs, une cause qui m'apparaissait tout de suite, à savoir que ce n'était pas n'importe quelle forme musicale qui pouvait aider à interpréter les mythes, et probablement pas les formes musicales exotiques qui peuvent être celles des peuples mêmes qui racontent les mythes en question ou des peuples voisins, mais que c'était les formes musicales qui étaient apparues dans notre propre civilisation à une époque déterminée, vers le XVIe, XVIIe siècle, et qui ont régné sur la musique jusqu'au XIXe ou jusqu'au début du XXe. Et alors pourquoi ? Et ce que j'ai essayé dans la conclusion, qui s'appelle finale d'ailleurs, pour respecter la forme musicale qui préside à l'ensemble de l'ouvrage, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que vraisemblablement, il s'est passé dans notre propre société, dans notre propre civilisation, un très grand phénomène en ce qui concerne les rapports du mythe et de la musique, c'est qu'au moment où le mythe a perdu sa mainmise sur la pensée de l'homme moderne, au moment où est apparue la forme romanesque, et ça on peut le situer autour du XVIIe siècle, eh bien à ce moment-là, la musique a assumé, sans s'en rendre compte, les formes de la mythologie expirante. Et que si, au départ, j'étais allé chercher dans la musique des formes qui devaient me permettre d'interpréter les constructions mythiques, la raison en était que la musique elle-même était allée les chercher dans les mythes au moment où les mythes avaient perdu leur valeur, leur fonction de civilisation. C'est donc pour des raisons tout à fait profondes et auxquelles je tiens beaucoup que j'ai utilisé cette comparaison qui a été plus qu'une comparaison, qui a été une sorte de fil conducteur d'un bout à l'autre de l'ouvrage. Je dirais que les mythes m'apparaissent comme de très très beaux objets et qu'on ne se lasse pas de contempler, de manipuler et on ne se lasse pas non plus d'essayer de comprendre pourquoi on les trouve beaux. Et peut-être que si je me suis si longtemps attaché à l'étude des mythes, c'est avec l'espoir qu'en parvenant à démonter ces objets esthétiquement admirables, on pourrait contribuer d'une certaine manière à comprendre ce que c'est que le sentiment du beau et pourquoi nous avons l'impression, enfin, qu'un tableau, qu'un poème, qu'un paysage est beau. Il est vrai, enfin, qu'on a souvent accusé le structuralisme d'anti-humanisme. Je ne dirais pas que c'est totalement faux, je dirais que c'est seulement à moitié vrai, parce qu'au total, qu'est-ce qu'on nous reproche ? On nous reproche deux choses, l'une sur le plan épistémologique et l'autre sur le plan moral. Sur le plan épistémologique, on nous reproche d'adopter sur l'homme
un point de vue qui n'est pas celui du philosophe, et celui du philosophe, je dirais, pratiquant l'introspection sur lui-même, c'est-à-dire de chercher à adopter un autre point de vue que celui du sujet. Je considère qu'il est parfaitement légitime que dans quelque recherche que ce soit, on choisisse le point de vue qu'on estime être le plus efficace pour les résultats de sa recherche. Et si vous allez prélever